Bienvenue, merci d'être venu. Donc ce soir, la bibliothèque de Roncé et le réseau des bibliothèques Coutances, Mer et Bocage a le plaisir d'accueillir Charlotte et Jean-Charles qui vont nous interpréter des lectures de Georges Courteline. Et voilà, j'espère que vous allez passer un agréable moment. Je vous demanderai juste de me penser à éteindre votre Né à Tours en 1858 et mort à Paris en 1929, Georges Courteline, de son vrai nom Georges Victor Marcel Moineau, était un romancier et dramaturge français. Il était le fils de Jules Moineau, lui-même né en 1815 et mort en 1896, était un humoriste, journaliste, chroniqueur, écrivain et librettiste. Après avoir effectué son service militaire, il devient fonctionnaire au ministère des Cultes. Il passe 14 ans dans la fonction publique, ayant tout loisir d'observer ses collègues, avant que le succès de ses œuvres lui permette de se consacrer exclusivement à l'écriture. Ses premières expériences lui ont fourni ses principales sources d'inspiration littéraire. Donc ce soir, on vous propose 4 courtes pièces, donc Monsieur Badin, La peur des coups, La lettre chargée et La paix chez soi. Monsieur Badin. Monsieur Badin, c'est l'histoire d'une directrice administrative qui remarque qu'un de ses employés, prénommé Badin, n'est pas présent au bureau depuis près de 15 jours. C'est alors qu'elle demande au médecin il demande au médecin de venir chez Monsieur la directrice demande au médecin d'aller chez Monsieur Badin voir son état car elle pense qu'il est malade. Or, on lui a répondu 6 fois qu'il était tout simplement à la brasserie. Au retour de Monsieur Badin, la directrice le convoque à son bureau et pour sa défense, il lui explique qu'il a eu des problèmes de famille, que son beau-père était décédé, mais la directrice, loin d'être dupe, n'y croit pas une seconde, car c'est pas la première fois que Monsieur Badin lui donne cette excuse. C'est vous, Ovide? Oui. Est-ce que Monsieur Badin est venu? Ah, Monsieur Badin est là? Non, alors, attendez. Réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si Monsieur Badin, l'expéditionnaire du 3e bureau, est à son poste. Oui ou non? Ovide, vous avez bu? Alors, avouez la vérité, je ne vous dirai rien pour cette fois. Parce que la présence de Monsieur Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Bon, on va voir. Oui, bah, vite, envoyez-le moi. Ah bah oui, tout de suite. Entrez. Madame la directrice. Bonjour, Monsieur Badin. Mais entrez donc, Monsieur Badin. Je vous en prie. Je suis confus. Oh, du tout, non. Dites-moi, Monsieur Badin. Voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis les pieds à l'administration. Oui, m'en parlez pas. Bah, si, permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai prié de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, donc près de 15 jours que vous n'avez pas mis les pieds à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Ah ben madame, on lui a menti. Non, mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, Monsieur Badin. Mais ne vous excitez pas ainsi. Oui. Non mais madame, je vais vous expliquer. En fait, j'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Oui, madame, c'est... Mais ça, Monsieur Badin, est-ce que vous fichez de moi? Oh non. Alors, à cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Oui. Comme déjà, il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison
d'un au moins la semaine. Quel massacre! Non mais quel massacre, hein. A-t-on idée d'une boucherie pareille? Et je ne parle pas ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Eh, que vous vous moquiez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns et à en tirer les autres, ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Mais madame la directrice... Taisez-vous! Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici, 3 employés attachés à l'expédition. À l'expédition. Vous, Monsieur Soupe, Monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service et il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à Monsieur Ferbattu, c'est bien simple, il place des huiles en province. Alors quoi? Car voilà pourtant où nous en sommes. Il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce et le 3e à l'enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer dans ce train. Eh bien non, monsieur Badin, non. Non, 100 fois non, j'en suis là, moi, des enterrements, des mariages, des baptêmes. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Vous choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. J'accepte à l'instant même. Hein. Est-ce clair? Et alors, si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur les coups de 10 heures. Et ceci à partir de demain. Est-ce que c'est clair? J'ajoute le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair? Ah, vous me faites bien de la peine, madame la directrice. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas contente. Allons donc. Mais vous vous trompez, je suis fort satisfaite, au contraire. Non, vous raillez. Mais, monsieur Badin, que j'eusse une âme si traîtresse, qu'un si lâche dessein. Si, madame, vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire. Pour rire. Dieu vous garde, hein, madame la directrice, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi cela? Écoutez, madame, avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mise à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre? Ma foi, non. Eh bien, madame, c'est une chose épouvantable. Et c'est là ma vie, cependant. Tous les matins, je me raisonne, je me dis, va au bureau, Badin, voilà plus de 8 jours que tu n'y es pas allé. Alors je m'habille, et je pars, et je me dirige vers le bureau, et j'entre à la brasserie, je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs, je regarde marcher l'horloge, pensant quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart, et quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Et puis, quand elle a marqué la demi, vous attendez le quart d'heure de grâce. Parfaitement. Après quoi, je me dis, il est trop tard, j'aurai l'air de me moquer du monde. Ce sera pour une autre fois. Oh, quelle existence. Quelle existence, madame la directrice. Moi qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, ben, je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur incessante de rencontrer un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée que je vais trouver chez le concierge mon arrêté de révocation. Moi, je vis sous la crainte du renvoi comme un patient sous le couperet. Oh Dieu. Une question, monsieur Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? Oui. J'ai bien le cœur à la plaisanterie, madame la directrice. Mais réfléchissez donc. Les 3000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Hein, que deviendrai-je le jour inévitable, hélas, où on ne me les donnera plus? Car enfin, je ne me fais aucune illusion. J'ai 35 ans.
Si, 35 ans. Âge terrible, où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais. Et oh, ce n'est pas gai tout ça. Aussi, je me fais un sang. Un sang, madame, regardez, j'ai maigri de 20 livres. Et si, mais arrêtez enfin. J'ai maigri de 20 livres depuis que je suis jamais au ministère. Ah, tiens, regardez plutôt mes mollets. On ne dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes reins, oh, des vrais reins de chat écorché. Oh, c'est lamentable. Tenez, madame la directrice, nous sommes entre nous, nous pouvons bien nous dire cela. Mais ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Eh ben, j'en suis encore malade. Rien que d'y penser. Un spectacle, un peu petit derrière de rien du tout, gros à peine comme les 2 poings. Là, je n'ai plus de face, hein, elles ont fondu. Bon, c'est le chagrin, ça, naturellement. Les angoisses continuelles, les affres. Et avec ça, c'est que je tousse la nuit. J'ai des transpirations. Je me lève des 5 ou 6 fois pour aller boire au pot à eau. Ah, ça finira mal tout ça, ça finira mal. Ça me jouera un mauvais tour. Eh bien, mais venez au bureau, monsieur Badin. Eh oui. Eh, mais c'est impossible, madame la directrice. Oui, mais pourquoi? Ben, je ne peux pas. Ah ouais. Et ça m'embête, hein. Ah bah oui, mais enfin, si tous vos collègues tenaient ce langage... Alors, je vous ferai remarquer, madame la directrice, avec tout le respect que je vous dois, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Parce que mes collègues ne donnent au bureau que leur zèle, leur activité, leur intelligence et leur temps. Mais moi, c'est ma vie que je leur sacrifie. Ah, tenez, madame, ce n'est plus tenable. Oui, c'est aussi mon avis. Hein, n'est-ce pas? Absolument. Bon, écoutez, remettez-moi votre démission, je la transmettrai au ministre. La démission? Oui. Mais madame, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Une augmentation? Oui, oui, il faut être juste. Hein. Je ne peux pourtant pas me tuer pour 200 francs par mois. Dehors. Voilà, c'était donc monsieur Badin. Deuxième scénette, scène, la peur des coups. La peur des coups est une scénette qui est représentée pour la première fois à Paris au théâtre d'application le 14 décembre 1894, avec Suzanne Berthy dans le rôle de la femme et Henri Cross dans le rôle de l'homme. Le pitch: au retour d'une soirée, un homme fait une scène de jalousie à sa femme. La peur des coups est une comédie de mœurs à caractère comique ou satirique, et vous remarquerez, enfin si vous lisez la pièce, que Courteline utilise ici le lui et le elle, ce qui nous montre qu'il a une volonté de rester universel. La peur des coups. Flûte. Ne le jette pas pour moi, ça me contrarierait. Oh, toi tu vas me fiche la paix, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. Mais on t'a vendu des pois qui ne voulaient pas cuire. C'est bien, c'est bien. En voilà assez. Je te prie de me fiche la paix. Retour de balle, la petite scène obligée de chaque fois. Oh, ah, mon Dieu. Et là, tu es satisfaite? À propos de quoi? Oh, dame, tu serais difficile, hein. Tu t'es assez... Oh, n'use pas ta salive, je sais ce que tu vas dire. Je me suis fait plotter. Oui, tu t'es fait plotter. Oh là. Oh, je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Dans 5, tu se casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Oh, ne m'exaspère pas. Tu t'es assez compromise. Sale bête, vous allez voir. Sale bête. Tu t'es conduite. Oui, parfaitement. Ose un peu dire que ce n'est pas vrai. Ose-le un peu donc pour voir. Oh, il n'y a pas de danger, parbleu, hein. Tu t'es couverte d'opprobre. Oui. Tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Oh, un navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Oh, tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Alors, avec un soldat encore. Parce qu'à cette heure, tu donnes dans le pantalon rouge. Ah, c'est du joli, c'est du propre, hein. À quand le tour de la livrée? Toi, tu
tu as une certaine chance que je t'ai épousée. Ah ouais? Pourquoi? Bah parce que si c'était à refaire... Oh, penses-tu que j'en ai pas autant à ton service? Mais je te conseille de parler. Hein? Une femme dans ta position. Oh, ne joue donc pas avec sur les mots, hein. Ce galvaudé avec un pouce caillou. D'abord, c'était un officier. Oui, bon, ça va. Un drôle. Voilà ce que c'est. Un polisson. Un sot. Et un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvenance. Il t'a fait une cour, mais scandaleuse. Mais pas ça. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens! Et quand je mentirais, hein, quand il me l'aurait fait la cour, ce brin de cour autorisé d'homme du monde à honnête femme, oui. Le grand malheur, oh la belle affaire. Oh, pardon. D'ailleurs quoi? Je te l'ai présenté. Il fallait te plaindre à lui-même au lieu de te lancer comme tu l'as fait là dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalek. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là. Et enchanté mon capitaine de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la bouche en derrière de poule, avec une figure d'assassin. T'étais vert comme un sous-bois. Seulement voilà, ben oui, c'est pas la bravoure qui t'étouffe. Hein. Alors t'as pas osé, ben non. Comme le soir où nous étions à l'esplanade des Invalides, avoir tiré le feu d'artifice, oui. Hein, où tu affectais de compter les fusées et de crier 7, 8, 9, 10, 11, pendant que je te disais tout bas, il est derrière moi un homme qui essaie de passer sa main dans la forme de mon jupon. Fais-le donc finir, il m'ennuie. Attends, je ne sais pas ce que tu me chantes là avec ton histoire d'esplanade. Et pour en revenir à ce monsieur, si je ne lui ai pas dit ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. L'horreur du scandale public, le sentiment de ma dignité. La peur bien naturelle des coups, etc. etc. Oh, vraiment, t'es plus bête qu'une quatre au doigt, toi. Hein. Et ça va, ne ris pas comme ça. Je sens... Arrête, je sens que je vais faire un malheur. La peur des coups, la peur des coups. Oui, bien sûr, la peur des coups. T'as pas de sang dans les veines. Attends. C'est de moi que tu parles? Ah, non, du frotteur. Marée de sang. Alors celle-là, elle est raide. Moi, je n'ai pas de sang dans les veines? Non. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte. Et je n'ai pas de sang dans les veines? D'ailleurs, c'est bien ça. Je ne vais pas donner de suite à cette affaire, mais alors là, je me réserve le droit de dire à ce monsieur son fait. Je lui dirai le jour où je le rencontrerai. Mais puisque tu prends comme ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous faire voir à tous les deux, à cet imbécile et à toi, si j'ai du sang dans les veines, oui ou non. Et si je suis un monsieur qui a peur des coups. Alors, monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paltoquets. Mais ne fais pas l'intéressant. Mais tu sais très bien que t'as pas son adresse. Comme j'ai son numéro et le numéro de son régiment, c'est suffisant et au-delà. Ah, pas de sang. Pas de sang. Ah, c'est ça. C'est du sang qu'il te faut? Eh bien, très bien, ma fille. Tu en auras et peut-être plus que tu ne le penses. Voilà un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent et qui n'est pas, j'ose le prétendre, dans un étui à lunettes. Toi, qu'est-ce que t'attends? Bah, la lettre. Pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne élevée. Ouais. Tiens, voici. Ah non, mais en fait, non. Non, je la mettrai moi-même à la boîte. Ça, je serai plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques. À Pâques. Ou à la Trinité, le jour où M. Malgrou rentrera dans le château de ses pères. Ah, de l'esprit. Le temps va changer, hein. Ça suffit. Tes insinuations en demi-teinte font ce qu'elles peuvent pour être blessantes, mais heureusement, la sottise n'a pas de croc. Ta perfidie me fait lever le cœur et ta niaiserie me fait lever les épaules. Voilà tout le fruit de tes peines. Là-dessus, tu vas me faire le plaisir de te taire ou alors ça va se gâter. Moi, je veux bien me borner en principe à remettre un goujat à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais c'est à la condition expresse, que la question sera tranchée et que je n'entendrai plus parler de lui. Comment?
voilà un galapia, un traîneur de rapière en chambre, qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais viendrait par-dessus le marché mettre la zizanie chez moi, troubler la paix de mon ménage. Ah, mais non, n'en crois rien. Donc, tu peux te le tenir pour dit. La moindre allusion à ce monsieur, la moindre, c'est clair. Et ce n'est plus une lettre qu'il recevrait de moi. Ah oui, et qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied. Ton pied? Mon pied en personne, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc j'y aille tout de suite. Ah, mais je t'en défie. Ah, ne me répète pas, hein. Ah, mais je t'en défie. Fais attention. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil? Mais le voilà, le seuil. Ouais. Et voici la porte grande ouverte. Aglaé. Passe-la donc un peu. Hein? Passe-la donc. Passe-le donc, le seuil de la porte. Non mais, passe-le donc, que je vois. Et va donc lui donner ton pied à ce monsieur. Aglaé. Mais va donc, voyons. Hein? Ben, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrête? Va donc. Va donc. Va donc. Maintenant, tu me donnes des ordres maintenant? Hein? Ah mais Dieu me pardonne. Va donc, dit madame. Va donc. Et c'est étonnant comme j'obéis, hein? En vérité, tu aurais seulement 10 ans de moins, je t'administrerai une fessée pour te rappeler au sentiment des convenances. Moi, mais qui m'a bâti une morveuse pareille? Une gamine? On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Et elle se permet de donner des ordres et de dire va donc à son mari. Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et tu en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante. Car tu la juges telle, j'imagine. Trop poli pour te démentir. Ah oui? Eh bien, j'ai le regret de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi, vous passerez par la même porte, nous n'attraperons pas d'engelure. Ce qui veut dire qu'il fera singulièrement chaud. Singulièrement chaud? Oui, ma fille. Tu as cru que c'était arrivé? Hein? Comment? Tu ne t'en es pas aperçu? Que je me moquais de toi? Non, je l'avoue. Ah, tu ne t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur? Ma foi, non. Jour de Dieu, comme dit Madame Pernelle, tu as de la naïveté de reste. Ah non, mais attends, tant pis, laisse-moi rire. Non, mais c'est trop drôle. Me voyez-vous? Hein? Non, mais me voyez-vous tombant à 8 h du matin dans un quartier de cavalerie, le camélia à la boutonnière, et tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron rangé en bataille? Bah, ça ne manquerait pas de chic. Non, mais comment donc? Bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ah ben rien. Une niaiserie, la moindre des choses. Enfin, quoi? Non, mais moins que rien, je te dis. Le sentiment du plus élémentaire devoir, le respect de l'uniforme français. Alors, ça ne valait pas la peine d'en parler. Je comprends pas. Oh, mais bien entendu, un morveux d'officier m'outrage. Je ne lui casse pas les reins. Pourquoi? Fais beau. Ben parce que mon patriotisme, parlant plus haut que ma violence, me crie « Ne fais pas ça, ce serait mal. Songe à la France qui est ta mère. Et n'attende pas, par un châtiment public, au prestige de l'épaulette. » Alors je m'incline. Tu ne comprends pas? Ah, si tu te figures que ça m'étonne. Cœur magnanime. Mais tais-toi donc, vous êtes toutes les mêmes, fermées comme des portes de cachot à tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse de sentiment. Oh, quelle race. Oui, bon, tu peux rigoler. Tu peux rigoler, moi je suis au-dessus de ces appréciations. J'ai ma propre estime qui me suffit. Et toi du moins, tu ne te plaindras pas de moi. Patrie, je fais passer tes affaires avant les miennes. Eh, t'as raté ta vocation, hein. T'aurais dû te faire cabotin. Oh, c'est ça, blague. Blague pendant que tu en as encore le temps. Une triomphera pas toujours. Hein.
Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Oh, waouh! Ah, que je le repince, moi, ce monsieur, qu'il ne me retombe jamais sous la main. Et je lui flanquerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui ôtera l'envie d'en concevoir une autre. Tu dis des bêtises. Je lui ferai une éducation, moi, ce monsieur. Mais oui, mais oui. Avec mon pied dans le derrière. Ah, c'est convenu. Tu ne me crois pas? Mais je ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Seulement, tu n'en penses pas un mot. Ben, que je dégote son adresse, tiens. Tiens, que je dégote son adresse et j'irai lui dire comment je m'appelle. Tu verras si ça fera un pli. C'est au point que si on te l'a donné, tu irais le gifler de ce pas. Ah, de ce pas. Oh, ma trépide. La veux-tu? Quoi? T'as son adresse? Tu as l'adresse de ce monsieur. Oui, je l'ai. Oh, et puis tu m'as sauvé. Non, Et puis oui, bah oui, il ne me déplaît pas. Et puis oui, il m'a fait la cour. Et puis oui, il m'a dit que toi, eh ben toi, t'avais une bonne tête de... T'avais une bonne tête de quoi? Bah, une bonne tête de... Une bonne tête de... Bah voilà, tu sais parfaitement ce que je veux dire. Non, pardon, pardon? Et puis oui, je suis une honnête femme. Et puis oui, tu seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et puis oui, il m'a remis sa carte, hein, et cette carte, bah, tu vois, la voici. Voilà. Et tu sais maintenant où trouver. Alors tu peux... Non. Tiens. Alors tu peux y aller tout de suite et casser les reins à ce monsieur. Sa carte, mais moi je m'en fous de sa carte, moi. C'est de lui-même, si c'était pas peu dire. Tiens, regarde ce que j'en fais, moi, de sa carte. Hop. Des confettis, voilà, c'est ça. Polisson, drôle, hein, qui a le toupet de donner son adresse à une femme mariée. Et qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête de... Bah si c'est son opinion. Bon, mais j'en ferai changer d'avis. Avant qu'il soit l'âge du cochon et pas plus tard qu'à l'instant même. Tiens. Attends là. Qu'est-ce que je lui ai fait de sa carte, moi? Rue Grange Batelière 17. Ah bah non, un chien, je l'ai gardé. Oh bah c'est bien moi, ça. Oh, ah non, c'est vraiment, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Rue Grange Batelière 17. Alors bah il y a bien de la veine pour la canaille. On a bien raison de le dire. Qu'est-ce que j'en ai? Rue Grange Batelière 17. Mais quoi, rue Grange Batelière 17? Quoi, rue Grange Batelière? Est-ce que tu vas me raser longtemps avec la rue Grange Batelière? D'abord, qu'est-ce que c'est? Puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ces façons d'élever la voix lorsque je parle et de causer en même temps que moi? Ce monsieur. Ah, je t'y pince. Tu voudrais détourner la question, fille mouche, hein? Moi. Oui, je te prends la main dans le sac. Flagrant délit d'impertinence. Alors toi, tout de suite, ce monsieur, seulement voilà, ça ne prend pas avec moi. Oh. Oui. Pense une minute. Fais-toi bien à cette idée-là. D'ailleurs, tout ça, je sais de qui ça vient. Et d'où ça vient? Ça vient de quelqu'un. Hein? Ça vient de ta mère. Ça, c'est un par exemple. Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Oui, elle a à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la flanque à la porte. Oui, absolument. Et quant à toi, je te défends de retourner chez elle, ou c'est à moi que tu auras affaire. Tiens, puis c'est comme la bonne, hein. La bonne qui en a une, qui ne moisira pas ici. Je vais lui octroyer ces 8 jours, le temps de compter jusqu'à 5. Et puis il y a le chat aussi. Ah oui, le chat que j'oubliais. Une saloperie qui passe sa vie à aller faire ses ordures dans le porte-parapluie de l'antichambre. Il va avoir des nouvelles, le chat. Je vais le foutre par la fenêtre et on verra un peu s'il retombera sur ses pattes. Non, je vous le demande, qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil? Et tout ceci, ça va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat, je vais les faire valser tous les 4. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah oui, je suis un monsieur qui a peur des coups, moi. La lettre chargée. La scène se passe à la poste. La Belge a reçu une lettre chargée d'un de ses amis.
Cette lettre est à son nom, mais adressée au ministère de l'Intérieur. Bien que l'employé connaisse Labrige, qu'il a croisé chez les Crotte-Mouillot, il ne veut pas, alors elle ne veut pas lui remettre la lettre, car celui-ci doit justifier son identité. Malgré les différentes preuves qu'apporte Labrige, l'employé ne peut pas lui remettre la lettre. Madame, un de mes amis qui me devait 100 francs vient de me renvoyer cette somme. Il me l'a expédiée par lettre chargée, à mon nom, bien entendu, mais adressée au ministère de l'Intérieur où je suis comme principal. Le facteur chargé de me la remettre s'est présenté à mon bureau avant que j'y fusse arrivé. Et l'a remporté comme c'était son devoir. Vous l'avez dit. Elle a donc fait retour à la poste. Et à cette heure, c'est moi qui l'ai. Voilà. Alors, voulez-vous bien me la donner, s'il vous plaît? Je suis monsieur... Monsieur Labrige. Ah, il est vrai. Il est vrai, mais comment... Vous ne me remettez pas? Mais mon Dieu... Non. J'ai eu l'avantage autrefois de me trouver souvent avec vous au vendredi des Crotte-Mouillot. Ah, chez les Crotte-Mouillot? Oui. Oui. Ah, mais oui. Mais est-ce que je ne vous dois pas 100 sous? Ah, c'est possible. Ah, mais c'est même certain. Oui, si, ça y est, je me souviens parfaitement. C'était un soir qu'il pleuvait, j'étais sorti sans argent et je vous ai emprunté 5 francs pour prendre un fiacre. Oh, excusez-moi d'être encore votre débiteur. Oh, mon Dieu, ce n'est rien. Non, mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On se rencontre, on s'emprunte 100 sous un jour qu'il pleut, après quoi, on se perd de vue, les années passent. Mais oui. Rappelez-moi donc votre nom. Ah, Rabouilly, je crois, non? Racrevé. Racuit. Ah oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, vous avez une sœur? Oui, monsieur. Ah oui, fort blonde. Fort blonde. Oui, c'est bien ça. Oh oui, la délicieuse jeune fille. Je la fais valser bien des fois. Enfin, je vous prie de m'excuser si je ne vous ai pas reconnu. Je ne m'attendais pas au plaisir de vous voir. Bien plus, vous êtes à contre-jour, même s'il fait nuit. En tout cas, enchanté de vous retrouver en bonne santé. Et votre sœur va bien? Ah, merveille. Veuillez me rappeler à son souvenir et lui faire tous mes compliments. Je n'y manquerai pas. Mille grâces. Et donc, vous avez une lettre pour moi. Une lettre chargée contenant 100 francs. La voici. Bon. Pardon. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous voulez pas me donner ma lettre? Alors, je veux bien vous donner votre lettre, mais il faut au préalable justifier de votre identité. À qui? Pas à moi? À vous. Sans doute. Attendez, elle est bien bonne, celle-là. Il faut que je vous établisse comme quoi je suis bien monsieur Labrige, alors que vous avez été la première à me reconnaître pour m'avoir vu 20 fois naguère chez nos amis les Crotte-Mouillot. Oui, mais je vous ai reconnu en tant qu'homme du monde, mais j'ignore qui vous êtes en tant que fonctionnaire. Ah là j'avais entendu parler des chinoiseries administratives, alors celle-ci... Je suis employé de l'État. Les règlements sont les règlements et je ne saurais les enfreindre sans risque. Bien, monsieur, il y va de ma responsabilité. Supposez que vous ne soyez pas le destinataire de cette lettre et que je vous la remette cependant. Qu'arriverait-il? Il arriverait primo que je serais engueulé comme du poisson pourri et secondo que j'aurais à rembourser de ma poche les 100 francs, valeur déclarée accusée à sa souscription. Qu'est-ce que vous allez me chercher là? Suis-je, oui ou non, monsieur Labrige? De votre propre aveu le suis-je? Vous êtes monsieur Labrige, c'est vrai. Et bien alors? Eh bien, justifiez preuve en main que vous êtes bien cette personne et je vous remettrai ce qui est à vous. La forme. Enfin... Voici des enveloppes de lettres. Ah non, alors ça ne suffit pas. Avez-vous carte d'électeur? Non, mais... Non, mais je peux vous montrer que... Ah j'ai ma quittance de loyer. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un contrat d'assurance. Voilà. Oui, je m'en contenterai. Oui, voici ces 2 pièces. Merci. Encore heureux, oui. Oui, alors... Vous voyez, je reconnais l'authenticité de ces documents. Seulement, ils ne prouvent rien. Parce qu'il concerne un nommé Jean-Philippe Labrige,
domicilié 41 rue de Douai, alors que la lettre chargée, objet de votre démarche, intéresse un nommé Labrige, prénommé aussi Jean-Philippe, mais domicilié place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Si bien que voilà le ministre obligé de me louer un bureau ou de m'assurer contre le feu, faute de quoi, ce sera comme des pommes pour rentrer de mes 100 francs. Mais alors, rassurez-vous, la lettre vous sera représentée. Quand? Demain matin à 8h. Ah bon? Les bureaux n'ouvrent qu'à 10. Puis à midi. Ah bah de mieux en mieux. C'est le moment où je pars dîner. Déjeuner. Puis à 10h. Du soir. Parfait. Les ministères ferment à 5. Écoutez, monsieur, je suis désolée, mais avec la meilleure volonté du monde, il n'est pas possible à la Poste de modifier les heures du courrier à la seule fin de les faire concorder avec vos heures de présence au ministère de l'Intérieur. Et alors? Alors, c'est bien ce que je pensais. Nous passerons, le facteur et moi, la moitié de notre existence à tenter de nous rencontrer et l'autre moitié à flétrir la fatalité exécrable qui nous isolera, moi et lui, 3 fois chaque jour à heure fixe, sur des points différents du globe. Cependant, sciemment et de sang-froid, vous persisterez à détenir entre vos mains une somme d'argent dont j'ai besoin et que vous savez être à moi au point de n'en pouvoir douter. Monsieur... Mais madame, cela est trop absurde. Si je connais bien le règlement, le destinataire d'une lettre chargée entre en possession de son dû, moyennant décharge au facteur, par lui donner sur un petit livre à cet effet. Oui. Ceci sans le concours d'aucun contrat d'assurance, d'aucune quittance de loyer, en un mot, d'aucune sorte de papier authentique répondant de l'identité du signataire. Non. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous trouverez donc bon, madame, que je donne la somme de 20 sous au concierge de mon ministère, afin qu'il me réponde, c'est moi. Quand le facteur, ma lettre à la main, viendra lui demander, monsieur Labrige. Je ne vois pas d'inconvénient. Vous voudrez bien tenir pour excellente la griffe Jean-Philippe Labrige qu'apposera sur registre officiel ce personnage appelé Pépin. Pourquoi pas? Ben, ce sera un fond. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah ben, rien du tout. Rien du tout. Nous voici donc d'accord. Et vous m'envoyez plein de joie, hein, madame. À l'honneur de vous revoir. Et mes amitiés à votre sœur. Serviteur de tout mon cœur. Et quant aux 100 sous, ça ne presse pas. Pourquoi? Où avais-je la tête? Excusez-moi. Merci 1000 fois. Allez, voici. Oh, pardon. Bah quoi? Un instant. Vous êtes bien madame Rabouilly? Racuit. Oui, Rabouilly, je veux dire. Parbleu. Mais, alors, voilà, vous pouvez me l'établir? Établir quoi? Que vous êtes bien cette personne. Moi? Eh oui. Vous avez des parchemins, Monsieur... des lettres de noblesse. Non. Vous êtes dans le goût, j'imagine. Non? Ah, dans l'annuaire des châteaux. Monsieur... Non? Bah non. Eh bien, madame, ma chère madame, allez vous y faire inscrire, hein? Et donc vous fichez de moi? Oh, alors là, j'en suis tout à fait incapable. Seulement, vous savez le proverbe, les bons comptes font les bons amis. J'ai emprunté 100 sous à une dame du monde et je n'ai aucune espèce de raison pour les rendre à un rond de cuivre. Au revoir, madame Rabouilly. Racuit. Oui, La pêche est... c'est bon. On a un acte et 4 scènes, créé le 25 novembre 1903 au Théâtre Antoine dans une mise en scène d'André Antoine. Entré au répertoire de la Comédie Française le 5 juillet 1906. L'écrivain Triel, désireux d'avoir la paix, décide de mettre une amende à sa femme pour chaque désagrément qu'elle lui cause et de lui retenir le total sur sa pension mensuelle. « 174, 267, 280, 285. Allez, encore 30 lignes sensationnelles, dont une vingtaine d'alinéas, une décoction de points suspensifs et une coupure à effet pour finir. Si avec cela le lecteur ne se déclare pas satisfait, il pourra s'aller coucher. Oh, quel métier. Ah oui, ça t'ennuie, hein? Allons, vieux, du courage.
Prends ton huile de foie de morue. Alors, cependant, bien que l'antique horloge de Saint-Séverin eût depuis longtemps, dans le silence de la nuit, sonné les 3 coups de 3 heures, les 3 coups de 3 heures, mais quel métier! Le vieillard continuait sa lente allée et venue. Un manteau de couleur foncée l'enveloppait des pieds à la tête et des larmes échappaient de ses yeux, roulaient sur sa barbe de neige. Ah non, mais c'est vertigineux d'ânerie et troublant d'imbécilité. Quand je porterai éternellement le fardeau de mon humiliation, quoi, jusqu'aux portes du tombeau, je sentirai le sang de ma blessure couler lentement, goutte à goutte. Ce petit ouvrage est tellement bête que rien ne l'égale en bêtise, sauf le lecteur qui s'en délecte. La neige s'était mise à tomber, bien sûr. Allons bon, ma femme à présent. Oui, 1 minute, que diable! Eh bien, en voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie? Du tout. J'avais poussé le verrou étant pressé par ma copie et craignant qu'on me dérange. Mais je t'en prie, entre. Et ferme vite la porte, hein, que l'inspiration ne se sauve pas. Tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir, hein? Oh, on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Tu te prends au sérieux, ma parole, hein? Ah, tu es bête. Hein. Quel singulier agrément peux-tu prendre à ne me dire que des choses blessantes ou ayant l'intention de l'être? Mais bon, nous verrons bien de nous deux celui qui verra le dernier. Patience, mon petit loup, patience. Quoi? Patience, te dis-je. L'heure est proche. Sais-tu ce que tu me rappelles? Un daim? C'est prodigieux. Tu as le don de la divination. N'est-ce pas? Voilà comment nous sommes dans le feuilleton à 3 sous la ligne. Mais peut-être ferions-nous bien de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivaudage et d'aborder des choses sérieuses. Tu vas me parler? C'est probable. À moins que je ne sois venu exprès pour jouir de ta compagnie et recueillir comme une manne bienfaisante la parole tombée de tes lèvres. Oh, je n'oserais l'espérer. Et alors, tu désires? De l'argent. Tu n'en as donc plus? Belle question. Bah non, je n'en ai plus. Nous sommes le 1er octobre. Ah, c'est ma foi vraie. Bah oui. J'en ai plus. Je serais bien aise. Si j'en avais encore, de savoir où je l'aurais pris. Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler? Qui te parle de voler, mon Dieu? Et quelle nouvelle querelle viens-tu me chercher là? Je ne suppose rien du tout. Je te donne, le 1er de chaque mois, l'argent nécessaire au ménage. Pendant que le mois court, l'argent file et la bourse est à sec quand le mois est à bout. C'est aussi simple que ça. Bah, puisqu'il en est ainsi, paie-moi ce qui me revient et conserve tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Tac. Patience. Je te dis. L'heure est proche, plus proche même que je ne pensais. Sais-tu ce que tu me fais? Tu te fais suer? C'est décidément très curieux. Hein. Tu devrais t'établir liseur d'âme. J'y songerai sur mes vieux jours. En attendant, nous allons régler nos petits comptes. Nous disons 800, c'est bien. 800. Ouais. 1, 2, 3. Il y a ce terme. Oui, ben, le terme, je le paierai à part. 4, 5, 6. Voilà. Je vais te donner le reste en monnaie. Si tu veux. Ça me sera plus commode. Ah oui, putain. Et 50. 650, voilà l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton argent? Quel argent? À l'argent pour le mois. Non, mais il n'y a pas le compte. Comment il n'y a pas de compte? Bah non. Ah si? Ah non. Est-ce que tu deviens imbécile? De 800 francs ôter 650. Reste 150. Mais, eh bien, Ben quoi? bah donne-les-moi. Ah non? Mais pourquoi donc? Mais parce que tu me les dois. Moi? Ah oui, toi. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Tu ne m'as pas prêté d'argent?
Déjà, je n'ai pas l'habitude de te carotter des avances. Je suis bonne ménagère, j'ai de l'économie et de l'ordre. Tu as eu le temps de t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés. Oui, tu t'écartes de la question. Il ne s'agit pas de tes rares vertus, mais bien de tes imperfections, lesquelles, hélas, sont sans nombre. Non mais tu te moques de moi ou quoi? Et tes 150 francs d'amende? Décidément, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende? Mais les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger en punition de tes égards de langage. Impertinences diverses, rébellions en tout genre, etc. etc. Enfin, tu ne comprends pas. Pas une syllabe. Ben, je vais te lire le détail, ça t'ouvrira les idées. Septembre du 1er. Pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot, puis convaincu de son erreur, s'y être cramponné de parti pris, avec une insigne mauvaise foi afin d'avoir raison quand même, et d'exaspérer le sieur Triel, homme modéré, patient et doux, 3,95 francs. Attends, qu'est-ce que c'est? Du 2, avoir le sieur Triel, ayant exprimé le désir de dîner un quart d'heure plus tôt, fait servir un quart d'heure plus tard, et répondit au dit Triel qui se plaignait sans acrimonie, si t'es pas content, va dîner ailleurs, 6,70 francs. Mais ça... Du 3, pour avoir traité le sieur Triel de crasseux et de sale grigou, parce qu'il se refusait à acheter comme inutile et coûteuse une lanterne à verre de couleur en imitation de fer forgé, 2,50 francs. Du 4, pour avoir dit au sieur Triel, qui regrettait l'absence d'abatis dans le bouillon, tu répètes toujours la même chose, ce qui n'était que trop vrai, 1,45 francs. Du 5, pour lui avoir dit, tu te rappelles la dernière fois où je t'ai pardonné d'être rentré à 7h du matin? 71 francs. Combien? 71 francs. C'est pour rien? Ah, quand on a pardonné aux gens, on ne doit pas être tout le temps à leur corner aux oreilles. Et du reste, pardonner quoi? Je t'ai expliqué 100 fois que j'avais manqué le dernier train. Oui, je te crois pas. Oui, ben, crois ce qu'il te plaira de croire. Mais si tu dois me poursuivre de ta miséricorde, me larder de ta grandeur d'âme et me persécuter jusqu'à ce que mort s'en suive, du souvenir de tes bienfaits, tu peux les garder pour toi. Je leur préfère tes rancunes. Tant qu'à faire que d'être ta victime, j'aime autant ne pas t'en avoir d'obligation. Et je continue. Du 6, pour avoir été surprise en train de démantibuler la lanterne de l'antichambre, ceci dans le but de forcer le sieur Triel à en acheter une autre à verre de couleur en imitation de fer forgé, 4,90 francs. Du 7. Ça va durer longtemps? Quoi? Le système des amendes? Mais tant que tu ne seras pas revenu à un plus juste sentiment des égards auxquels j'ai droit et que j'exige désormais... Oh, tes égards! Oui, oui, des égards. Oh, mais c'est à mourir de rire! Ah, mais bien entendu. Voilà 5 ans que je m'ingénie à excuser ton injustice et que je me crée des devoirs tout exprès pour avoir le souci de les remplir. Aujourd'hui, je pousse la prétention jusqu'à supposer que peut-être un jour, une fois, par hasard, tu as pu t'en apercevoir et en avoir été touché. C'est donc moi qui suis dans mon tort. Hein, c'est ça? Eh bien, ma fille, j'y suis, j'y reste. J'en ai par-dessus les épaules et tu commences à m'embêter. Oh, nous ne sommes pas dans une écurie, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Oh, tu n'auras que la peine de le prendre. Oui, bah, c'est ce qu'on verra. C'est tout vu. Mon cher. Tu veux rentrer dans les explications? Là, entrons. Ça nous promènera. Voilà, je te répète. 5 années. Oui, tiens-toi bien. 5 années que ma bonne volonté crédite ta mauvaise grâce et qu'obstiné à dépister ton cœur qui est là, ça je le sais, je pardonne chaque jour à la veille dans l'espérance toujours déçue du lendemain. Les premiers temps de notre mariage, je tentais de la persuasion, est exaltant comme il convenait. Les avantages de la concorde, la joie des unions introublées, je te tins des discours dictés par la douceur et par la mansuétude même. Mais c'était peine perdue. Une fois que j'avais en vain 1 heure procédé par le raisonnement, la patience m'échappa. Je me levai, je te pris par le fond de tes jupes, puis t'ayant étroitement logé sous mon bras gauche, de ma dextre agitée, du geste familier au lavandière à l'ouvrage, je t'administrai... Ouais, voilà une belle action d'éclat. Hein. Je te conseille de triompher. Brute, lâche, goujat. Je j'userai de ta permission, et je triompherai selon mon goût.
car cet acte d'autorité, que je n'accomplis pas en pure perte, t'inspira de saines réflexions. Je ne suis en effet ni un lâche, ni un goujat, ni une brute, ainsi qu'il te plaît à dire. Je suis tout simplement, oh mon Dieu, un pauvre diable d'homme de lettres. Sans aucune espèce de talent. Sans aucune espèce de talent, mais qui aimerait bien cependant trouver dans son petit intérieur une paix qui peut-être à la longue lui permettrait d'en acquérir. C'est alors que j'imaginais passer à un autre exercice, me venger sur l'immobilier. C'était malin. Oh, très malin même. Puisque le jour où d'un coup de tabouret je fis voler en éclats le miroir de l'armoire à glace, tu restas muette d'ahurissement. De quoi j'éprouvais une joie telle qu'en moins de 6 semaines, j'immolai sans regret à mon ardente soif de silence 2 chaises, le pot à eau, le casier à musique, la lampe, la pendule, la soupière, le buste de ton oncle Arsène, orgueil de notre humble salon, et divers autres objets de première nécessité. La perspective d'avoir à en acheter d'autres me gâta vite l'âpre jouissance que je goûtais à casser les meubles. Une fois encore, je dus chercher autre chose. Et je commençais vraiment à désespérer. Quand le ciel me suggéra l'idée de te faire désormais purement et simplement payer de ta poche tes fautes. Solution heureuse, j'ose le croire. Définitive en tout cas, et à laquelle je m'arrête. De cette heure donc, tu peux en toute tranquillité, forte du serment que je te fais, de ne plus me mettre en colère sous quelque prétexte que ce soit, ni le moindre rappel à l'ordre. Je mettrai cela sur la note, simplement. Et tu paieras à la fin du mois. Hurle, braille, rugis, vocifère, fais du scandale tout ton sou, trouble tant que tu voudras le repos des voisins, tu n'as à t'occuper de rien. Tu paieras à la fin du mois. Plus de querelles, j'en ai assez, plus de pugilat, j'en suis là. Énergiquement déterminé à avoir la paix chez moi, et ne l'ayant pu obtenir ni par les bons procédés, ni par les moyens extrêmes, je prends le parti de l'acheter avec tes propres deniers. Voilà. J'ai dit, je ne te retiens plus. Tu peux t'en retourner à tes occupations. Je suis au désespoir de te quitter si vite, mais le devoir m'appelle. L'heure me presse et mon journal n'attend pas. Quand tu auras assez causé, tu le diras. Hein. J'ai assez causé. C'est heureux. Bon, mes 150 francs. Pas un sou. Tu ne veux pas me les donner? Non. C'est une idée fixe. Oui. La maison est lourde. Je le sais. Nous avons des charges. Ah, ça, je ne dis pas. Je te préviens qu'avec 650 francs, il me sera impossible d'y faire face. Eh bien, tu leur tourneras le dos. Attends, je pense qu'on quitte pour vivre de pain et d'eau claire. Ah, ça, jamais de la vie. Ah, n'en crois rien. Tu t'arrangeras comme tu pourras, mais si je ne trouve pas à mes repas la nourriture saine et copieuse que réclame mon bon appétit, indice de ma conscience calme, j'irai manger au café, à tes frais. Et oui, à tes frais, bien entendu. Ah, il serait rigolo que je sois mis au pain sec chaque fois que tu auras été insupportable, ou que tu te seras fait pincer démantibulant une lanterne pour m'en faire acheter une autre, en imitation de fer forgé. C'est ton dernier mot. Le dernier. Bien. Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par la fenêtre. Par la fenêtre? Par la fenêtre. Saute. Allô, saute. Tu serais trop content, hein? Assassin. Assassin. Assassin! Novembre du 14. Pour avoir menacé le sieur Triel de se suicider sous ses yeux, tentant ainsi d'exploiter la tendresse de cet excellent mari, 4,95 francs. Lâche! 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 Pour ne pas l'avoir fait, 10 sous. Oh,
Je le sais, Eva, ce que tu cherches. Je le sais où tu vas en venir. Hein. Tu soupires après mon trépas. 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 75 centimes. Pour s'être servi au cours de la conversation de locutions empruntées au lexique de Népumocène Le Mercier. Voilà 30 ans que je souffre sans me plaindre. J'en ai assez, je retourne dans ma famille. Mais le vieillard, tout à sa pensée, semblait ne pas s'être aperçu de rien. Soudain, élevant vers le ciel un regard de hautain défi, et bien créatif se me dit, Dieu d'inclémence, Dieu d'injustice, toi qui n'as pas écouté une prière, demeure à jamais adoré. Je jette ton nom en pâture à l'exécration des générations à venir. Et Eh bien, adieu. Ah, c'est toi. Tu t'en vas? Bien, adieu. Tu n'as rien à me dire. Non, pourquoi? Je sais pas. On sait peut-être. Tu te trompais. Je te fais mes excuses. Non, mais il n'y a pas de quoi. En somme, on peut se quitter, faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre. Bah, c'est évident, N'est-ce pas? sans doute. Alors c'est bien entendu? Quoi? Tu n'as rien à me dire? Rien du tout. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. C'est égal, hein. On m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui. Moi, je ne te flanque pas à la porte. Bah c'est le chat. Ah non. Qu'est-ce que tu fais alors? Je ne te retiens pas, c'est tout. Mais... Non, mais tu veux t'en aller. Va-t'en. Tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion et te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac. Et comme ça ne te fait rien. Mais qu'est-ce qui ne me fait rien? Que je m'en aille. Ça ne te regarde pas, hein, de côté de mêles. Enfin, il me semble pourtant qu'après 5 ans de mariage, tu pourrais, sans te compromettre, me quitter sur une bonne parole. Je te souhaite de te bien porter et de trouver là où tu vas le bonheur que je n'ai pas pu réussir à te procurer sous mon toit. Je t'ai un peu battu, je te demande pardon. Bien que les coups que je te donnais m'aient été certainement plus douloureux qu'à toi. Et qu'au fond, je sois excusable de m'être conduit en dément le jour où tu m'as rendu fou. Non, bah, ceci dit, et le procès jugé de cette page d'histoire ancienne, hein, je vis en paix avec moi-même. J'ai la conscience d'avoir été un tendre et fidèle mari, patient à ton exigence, résigné à ta dureté, esclave aux petits soins de tes moindres caprices et travaillant 10 heures par jour à écrire des romans ineptes, mais qui me valait la joie de te pouvoir donner un chez-toi où tu avais chaud et des robes qui te faisaient belle. J'ai tout fait pour te rendre heureuse. T'en es pas aperçu, n'en est pas de remords, c'est dans l'ordre. De toute façon, la femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle, elle voit toujours que ce qu'on ne fait pas. Bon, en tout cas, tu pourrais m'embrasser. Si tu veux. Bon, ben, adieu. Eh bien, adieu. Donne-les-moi les 150 francs. Non. Je t'en prie. Non, mais je ne peux pas, je t'assure. Mais pourquoi? Et parce que j'ai eu la faiblesse de te pardonner trop de fois et que tu me l'as fait payer assez cher. Alors flûte, n'insiste donc pas. Je te dis que tu perds ton temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Quoi, tu ne t'en vas plus? À cause? Croyais que tu souffrais trop? Allons, va ma petite fille, va, sauve-toi, retourne auprès de tes parents. Hein? Ça vaudra mieux pour nous deux, de toute façon. Je t'en supplie, je t'en conjure, donne-moi mes 150 francs. Si tu me les donnes pas, je vais devenir folle. Pour
ce que ça changera. Écoute, Oh. mais laisse-moi donc parler. Pour les 150 francs, Ah, encore les 150 francs? tu me les retiendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras, mais pas aujourd'hui, mon Dieu. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vois-tu, je les veux, il me les faut, j'en ai besoin. À ce point-là. Regarde-moi un peu, toi. Regarde-moi, Valentine. Regarde-moi. Tu as fait une bêtise. Naturellement. Laquelle? Tu ne crieras pas trop fort. Je tâcherai. Pas toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui. Toi, tu as souscrit un effet? Ça ne m'étonne pas de toi. Non, mais ce qui me surprend, c'est que tu aies trouvé un passé. La loi refusant à la femme le droit de signer des billets sans l'autorisation de l'époux. Le tien est donc nul et sans valeur. Comment pardon? Sans doute. J'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Et tu viens me dire cela avec ton air tranquille? Et c'est un faux? Ben, qu'est-ce que ça fait? Allez donc répondre à ça, je vous ai fait. De combien de billets? 150. Oh, Mazette, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition peut-être? Une acquisition, en effet, Indispensable? si on veut. Pas nécessaire au moins. Ça dépend. Bah, utile? Oui et non. Une lanterne à verre de couleur. Oh, une réputation de fer forgé. Elle y est arrivée, hein. Ça y est. Mais c'est que des gamins reçoivent des calottes et qu'ils les ont méritées moins que toi. Non, mais a-t-on idée d'un tel appétit de lanterne? Incroyable. Et où tu la ferais, cette œuvre d'art? Hein? Va me la chercher. Va me la chercher, que je la contemple, que je me grise les yeux avec, que je me grise les yeux extasiés. Allons, cours, vole, bondis. Non, non, tu ne peux pas. Regarde-moi encore. Regarde-moi. Tu l'as cassé. En l'emportant, mais c'est pas de ma faute, moi si c'était de la camelote. Elle avait un œil, mais un œil. Et tout le monde y aurait été pris. Ah, alors qu'est-ce que tu veux, je me suis laissé tenter. C'est donc de là que j'ai proposé au marchand, comme si j'étais venue de ta part, de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit écrit. Alors le marchand a dit oui. Alors je lui ai remis l'écrit que j'avais préparé d'avance. Alors il m'a remis la lanterne enveloppée dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand j'ai défait le papier pour voir la lanterne, le machin m'est resté dans la main et la chose dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé. Le machin t'est resté dans une main et la chose dans l'autre. Ah mais donc t'es vraiment trop bête. Hein. Vraiment, tu me désarmes. Tiens, mais voilà tes 150 francs. Et puis, attends, imite là encore ma signature. Imite-la et tu verras un peu si sur ce coup-là je te ne fais pas mettre en prison. Prends! Merci. Oh, faussaire, canaille, mouche ton nez. Et les autres? Quoi, quels autres? Les autres 150 francs. Ah, ils sont commencés le coup. Il faut encore que... Bah Dom, ce n'est que juste, c'est là, ça c'est pour payer ton billet. Mon billet? File! Et que je ne te revoie plus, que je n'entende plus parler de toi. Alors tu... Quand la banque passera, je verrai ce que j'ai à faire. C'est pourtant vrai que t'es un bon mari. Il est quand même fâcheux que tu t'en aperçoives le jour seulement où je réussis à te faire peur. Oya Kefale, dit le renard d'Ésope. Kae Nike Kefale ou Keke. Qu'est-ce que tu dis?
Plus rien, c'est du grec. Comme t'es gentil quand tu veux. Jolie tête, ma foi, mais rien dans la cervelle. De nous avoir accueillis ici à Rancé, d'avoir pu nous présenter ces scénettes de Georges Courteline. Ça peut paraître un humour daté un peu, hein, mais je pense qu'il y a un petit peu d'universalité là-dedans. Maintenant, ouais, il y a un peu plus de procès pour les marais qui tenteraient de... Est-ce que c'est dommage? Ça, je vais parler. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, et puis peut-être à une prochaine fois. On a quelques lectures à vous soumettre, si le besoin s'en fait sentir. On se change et puis on vous retrouve dans 5 minutes.